La première ministre Judith Suminwa-Tuluka, accompagnée du ministre des Infrastructures, John Banzalunda, a effectué une visite au port de Moba dans le Tanganyika pour évaluer son état et lancer les projets de modernisation de cette infrastructure stratégique. Elle a également donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Kalemi. Des entités dont le groupe Bapfuna, Banyungu, Boabo et Nyamaboko, en territoire des Massissi au Nord Kivu, sont désertées par la population pour cause des violents affrontements entre les rebelles du M23 et une coalition du groupe Loko Wazalendo. C'est une prise de position aussi inattendue que fracassante. Dans une vidéo devenue virale, Brenda Biya, fille unique du président camerounais Paul Biya, exhorte les électeurs à ne pas voter pour son père à la présidentielle du 12 octobre 2025. Elle accuse ce dernier d'avoir fait beaucoup de mal au peuple camerounais. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Dans l'actualité, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a lancé mercredi les travaux de réhabilitation de la voirie de la ville de Kalemi. La chef du gouvernement a été également conduite sur la route Kalemi-Manono qui est en réhabilitation en mode PPPP et au port de Moba dont les travaux vont commencer sous peu. C'est d'abord d'un agent de la firme chinoise CISC SA à la place nommée Lubungo que Judith Suminwa a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la voirie de la ville qui se feront sous financement du programme sino-congolais. Le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, a fourni à la chef du gouvernement les explications sur la dégradation qu'a subi le boulevard Lumumba à la suite de la montée exceptionnelle des eaux du lac Tanganyika la saison dernière. Ceci est remarquable, notamment vers l'ancienne base de la MONUSCO où les vagues continuent d'arracher des pans entiers de la route en l'absence de protection de cette dernière, par exemple avec un gabionnage. Sur la route Kalemi-Manono où travaille la firme Faipon, un autre projet piloté par la CGT, la première ministre s'est fait expliquer le projet par le directeur de cet établissement public. On en retient que cette route de 430 km est dans sa première phase des travaux qui consiste à la construction d'une route carrossable en terre battue qui sera revêtue lors de la seconde phase. Ces travaux se font en mode partenariat public-privé. Un jour plus tard à Moba, la première ministre a visité sous la conduite de son ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, le port de la cité de Moba, en vue du début prochain des travaux de sa modernisation. Les études de faisabilité pour la modernisation de ce port ont été réalisées par la CGT. À cette phase, il est prévu la construction d'un quai de longueur de 150 mètres avec la capacité d'accueillir au même 4 navires de la dimension des bateaux à Mani, la construction de 2 hangars de 600 mètres chacun, d'un bâtiment administratif, d'une plateforme de 19 125 mètres carrés et de la fourniture de 2 chariots élévateurs. Il est également prévu la construction d'une voie d'accès au port d'une longueur de près de 10 km allant du port vers la cité. Bien avant ce lancement des travaux du port, la première ministre s'est adressée à la population des Moba, la rassurant du plan de développement pensé pour cette contrée par le gouvernement de la République qui mettra en œuvre les fils du terroir, John Banzalunda. Le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des PME, Justin Kalumba, a salué le leadership réformateur de son collègue de la justice, Guillaume Gifa. Il a dit à l'issue de leur entretien qu'il jette les bases d'une nouvelle ère pour l'écosystème entrepreneurial en RDC. Guillaume Gifa est un réformiste avéré. C'est un partenaire stratégique dans le combat pour libérer les potentiels des petites et moyennes entreprises, a déclaré Justin Kalumba, insistant sur la convergence des visions entre les deux membres du gouvernement. Au cœur de leurs échanges, la facilitation de la création d'entreprises en RDC. Pour Kalumba, il ne suffit plus de promouvoir l'entrepreneuriat par des discours. Il faut démanteler les barrières administratives qui étouffent les initiatives. Nous sommes venus les voir sur des questions liées à l'entrepreneuriat.
et surtout à la promotion des petites et moyennes entreprises. Mais pour promouvoir ces entreprises, il faut déjà faciliter leur naissance. Et lui, il est le patron de ce qu'on appelle le guichet unique de création des entreprises. Guillaume Ngeifa, un véritable juriste réformateur, a prêté une oreille attentive à cette vision. Les deux ministres sont convenus d'élancer des réformes audacieuses, notamment la digitalisation du processus de création des entreprises sur toute l'étendue du territoire national. Une avancée qui placerait la RDC sur la voie des standards internationaux et qui donnerait un souffle nouveau à des milliers de jeunes et femmes porteurs des projets. Cette synergie entre l'entrepreneuriat et la justice est perçue comme un signal fort. Le gouvernement congolais veut transformer la volonté politique en actes concrets. Pour Justin Kalumba, l'heure n'est plus aux promesses mais à l'action. Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité d'engager des réformes afin de permettre notamment la création d'entreprises sur l'ensemble du pays à partir de son téléphone, par exemple, de manière digitalisée, en ligne, pour qu'il n'y ait pas toutes ces barrières-là liées à la distance physique. En misant sur la rigueur juridique et le dynamisme entrepreneurial, Kalumba et Ngeifa tracent la voie d'une RDC où créer son entreprise ne sera plus un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit accessible à tous. Une révolution en marche qui pourrait redéfinir les bases du développement économique national. Et puis le parti Les Bâtisseurs du Congo rejoint officiellement l'Union sacrée de la Nation. Son président, le professeur Jacques Njoli, a réaffirmé cet engagement lors d'une cérémonie organisée jeudi à Kinshasa en présence de cadres du parti et de la plateforme présidentielle. Le rapporteur de l'Assemblée nationale et président national du parti politique Les Bâtisseurs du Congo, le professeur Jacques Njoli Esengekeli, a officiellement réaffirmé son engagement et celui de sa formation politique à l'Union sacrée de la Nation, la grande coalition politique soutenant le président de la République. La cérémonie, empreinte de solennité, s'est déroulée en présence de plusieurs cadres de la plateforme présidentielle, dont Maître André Chitengue, conseiller juridique et politique de l'Union sacrée. Il est important que, comme parti politique, le Bâtisseurs du Congo, nous puissions venir renouveler, comme vous l'avez dit, notre engagement et en même temps, comme membre du bureau de l'Assemblée nationale, venir signer cet engagement. Donc voilà pourquoi l'ensemble du bureau politique des Bâtisseurs du Congo m'a accompagné 7 jours et j'ai eu à échanger longuement avec le secrétaire permanent sur le fonctionnement, sur les perspectives de cette méga plateforme et qui ne doit pas seulement être une plateforme qui a gagné les élections, donc une plateforme électorale, qui est devenue une plateforme politique parce qu'aujourd'hui nous avons le pouvoir, mais qui doit surtout venir une plateforme programmatique, c'est-à-dire, comme les chefs de l'État dit, nous devons pouvoir conserver les pouvoirs, non pas par la force, mais par la confiance et la légitimité que nous allons gagner par le travail. Après cette déclaration d'adhésion, Jacques Njoli s'est entretenu à huis clos avec les secrétaires permanents de la plateforme, André Mbata. Si rien n'a filtré de leurs échanges, les gestes politiques est perçu comme un signal fort du renforcement de rang de l'Union sacrée à l'approche des échéances électorales. Peu avant la cérémonie, Jacques Njoli, accompagné de son bureau politique, a accompli les formalités protocolaires. Tous les cadres de ce parti présents ont été décorés avec des insignes de l'Union sacrée symbolisant leur intégration officielle dans la coalition. Parmi les figures notables du parti ayant accompagné leur président figure Freddy Kanga, Charles Bokundo, Bienvenue Isikonia, Angèle Apusa Sango, Francine Ofumu, Didier Ifoma, ainsi que le président de la Ligue des jeunes du parti Les Bâtisseurs du Congo. Une mobilisation massive, preuve d'une unité politique clairement affichée. Je le disais dans les titres, plusieurs entités restent désertes dans le groupe Bafpuna, Banyungu, Boabo et Nyamaboko en territoire de Massissi dans le Nord Kivu à la suite des accrochages armés récurrents entre le Wazalendo et les rebelles du M23. Les populations se déplacent d'un milieu à un autre et les activités socio-économiques sont paralysées, notamment les écoles. Les sources locales indiquent que la situation humanitaire est précaire dans la zone et ne facilite pas l'accès aux organisations humanitaires pour assister ces populations.
Désormais affiliés à la couverture sociale de la SENSAP, les militaires et policiers tirent des avantages concrets avec la nouvelle réforme conformément à la loi. C'est ce qu'indique cet établissement public à caractère administratif et social. La SENSAP matérialise la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'offrir une retraite digne aux forces de défense et de sécurité de la République. Gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, l'affiliation des militaires et policiers au régime de sécurité sociale est une première. Par rapport à la loi de 2022, cette réforme apporte une nouveauté majeure, comme l'indique Dan Kaniki, directeur des communications et des relations publiques de la SENSAP. Ils font partie de la nouvelle cohorte des catégories d'agents publics qui devaient intégrer le régime de sécurité sur la SENSAP. Donc c'est la dernière cohorte en réalité. Après que la SENSAP ait intégré les agents de carrière des services publics de l'État, les enseignants de l'EPST et de l'ESU, les magistrats, il ne restait plus que les militaires et les policiers qui sont désormais effectivement intégrés à ce régime. Les hommes en uniforme tirent désormais des avantages concrets de leur affiliation à la SENSAP, notamment en ce qui concerne la retraite, la pension des survivants, l'invalidité et les accidents de service. Désormais, les policiers et les militaires ont un interlocuteur connu, dont l'adresse est connue, en ce qui concerne leur couverture sociale. Et les prestations de la SENSAP actuellement, ce sont les prestations liées à la branche des pensions, c'est-à-dire si un militaire ou un policier est mis à la retraite, il est automatiquement intégré dans le portefeuille de la SENSAP pour le paiement de ses pensions. Si un militaire décède en activité ou à la retraite, ses bénéficiaires survivants, c'est-à-dire son conjoint probable et ses enfants, sont également pris en charge par la SENSAP. Pour plus de transparence et de traçabilité, tous les mécanismes sont mis en place par la SENSAP en vue d'assurer la durabilité financière et la bonne gestion de ce régime, surtout sur la question des capitalisations pour certaines catégories. Le taux de cotisation à ce jour est unique pour toutes les catégories, aussi bien civiles que militaires. Il s'agit de 4% de retenue sur les traitements des bases de l'agent et l'État rajoute 8% de cotisation de façon régulière, j'insiste, 8% mensuel de cotisation. Les cotisations sont retenues à la source. Cette réforme traduit l'engagement du gouvernement en faveur d'une protection sociale inclusive et équitable pour tous les agents publics. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est sous cette expression que le consortium de la société civile appelle le gouvernement à agir en vue de prévenir un conflit foncier qui risque de déchirer les chefferies de Wando et Logo au Gambie, dans la province du Haut-Ouélé. Les détails dans cet élément. Afin de garantir une solution durable, inclusive et respectueuse de la légalité, le consortium des ONG des droits de l'homme en RDC recommande ce qui suit. L'organisation d'une nouvelle mission de délimitation conduite exclusivement par des experts neutres et qualifiés de l'Institut géographique du Congo avec la participation obligatoire des représentants coutumiers et des chefferies de Wando et de Logo au Gambie. La création d'une commission mixte et inclusive regroupant des sénateurs, députés nationaux et provinciaux, experts en droit coutumier, juristes spécialisés et représentants de la société civile afin d'examiner de manière transparente les limites contestées. Le respect strict de l'ordonnance numéro 21/378 du 10 décembre 1955 comme unique référence légale pour la délimitation des entités concernées. L'implication directe du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières afin de veiller à l'impartialité, à la rigueur des opérations et d'éviter ainsi toute instrumentalisation susceptible de menacer la paix et la sécurité. Le consortium des organisations non gouvernementales des droits de l'homme en RDC rappelle avec force que seule une approche légale, inclusive, participative et transparente permettra de résoudre ces conflits frontaliers afin de préserver la fraternité historique entre les communautés celles de Zambia et Akwa. Le consortium des ONG des droits de l'homme en RDC lance la présente alerte et réitère son engagement à accompagner
toutes les initiatives visant à promouvoir la paix, la justice et la cohésion sociale dans le Haut-Touélé en particulier et sur l'ensemble du territoire national en général. Autre chose, le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, Godefroy Kizaba, a démarré la tournée de sensibilisation axée sur la formation des entrepreneurs en général et personnes vivant avec handicap en particulier dans le district de la Tchangou à Kinshasa, ce en vue d'un entrepreneuriat inclusif en RDC. Des centaines de personnes handicapées, majoritairement gérant des petits commerces, ont été sensibilisées à l'entrepreneuriat inclusif venant de tous les 4 coins du district des Tchangou à Kinshasa. Pour une meilleure compréhension en langue nationale, le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, Godefroy Kizaba, a encouragé les entrepreneurs à soumettre leurs projets pour bénéficier d'un appui technique et financier. Cette tournée est organisée dans le but de soutenir simultanément l'appel à projets des entrepreneurs et des personnes handicapées afin de leur donner l'opportunité de participer à la croissance économique du pays. Après le district de Tchangou, cette campagne continuera dans d'autres districts de la capitale. Doit-on dire que la personne qui vit avec handicap n'est pas congolais? Je ne pense pas. Elle est aussi une personne qui peut entreprendre, qui peut s'autonomiser, qui peut développer beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle l'information, la sensibilisation joue un grand rôle. Et nous sommes venus leur dire, oui, nous sommes là, vous êtes capables en tout cas de créer vos entreprises et commençons par là, on vous sensibilise et l'objectif que vous soyez formalisés et en même temps, dès que vous êtes formalisés, vous allez bénéficier de tous les avantages que le président de la République a mis en place pour l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Nous aimerions passer dans tous les districts de la capitale pour mobiliser tout justement les personnes vivant avec handicap et par la suite, le programme est vaste. Cette rencontre a permis également aux personnes handicapées de présenter à l'ANADEC les défis qu'elles rencontrent dans le domaine de l'entrepreneuriat afin d'améliorer leur accompagnement. Il convient de rappeler que l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC est une institution publique de service qui possède une personnalité juridique et une indépendance tant administrative que financière. Sa mission sociale consiste à promouvoir l'entrepreneuriat national en fournissant des informations et une information théorique et pratique sur l'accès des entrepreneurs au financement des projets ainsi qu'au marché public ou privé dans le but de favoriser l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Et c'est une première en République démocratique du Congo. La journée de l'agronome a été célébrée à Kinshasa. Une rencontre placée sous les signes de la modernisation agricole et de la valorisation du rôle des ingénieurs agronomes dans le développement du pays. Organisée au centre culturel du collège Boboto, la cérémonie a réuni représentants du gouvernement, experts du secteur et membres de l'ordre national des ingénieurs agronomes. Pour la première fois en République démocratique du Congo, la journée de l'agronome a été mise à l'honneur. Placée sous les thèmes, l'agronome au centre de la révolution agressive pour que les sols prennent sa revanche sur les sous-sols. La cérémonie s'est tenue dans la grande salle du centre culturel du collège Boboto à Kinshasa. Et ont pris part les représentants du ministre de l'Agriculture, les présidents de l'Ordre national des ingénieurs agronomes, Isaac Issomou, ainsi que plusieurs experts du secteur. Tous ont salué cette initiative qui se veut un véritable levier pour le développement national. Le père de l'agronome de la RDC est né au Congo central en 1888 dans le village d'Enzienne. Puis il migra vers la Belgique vers 1900 où il suivit ses études agronomiques en Belgique et en France. Et puis il rentra au pays vers 1911 et en 1930, il rendit l'âme dans son village natal. Dans son allocution, les représentants du ministre a exhorté les ingénieurs agronomes et les experts du domaine à engager une véritable révolution agricole en RDC et à mettre fin au gaspillage du potentiel. Je proclame le lancement de notre vision, la révolution agricole agressive. Cette révolution n'est pas un rêve lointain, c'est une urgence nationale. Elle repose sur quelques piliers puissants. La modernisation accélérée des pratiques agricoles, la mécanisation des exploitations pour alléger la tâche des agriculteurs, introduction massive des semences améliorées
résistant aux aléas climatiques. Digitalisation des chaînes de valeur afin de connecter les producteurs au marché. Valorisation du capital humain agronomique. Le ministère de l'Agriculture a pour sa part défini quelques axes prioritaires, notamment la modernisation accélérée des pratiques agricoles, la mécanisation pour alléger le travail des agriculteurs et l'introduction massive des semences améliorées résistant aux aléas climatiques. La cérémonie s'est clôturée par la remise des diplômes des mérites certifiés par les ministères de l'Agriculture. Et l'actualité africaine nous emmène au Cameroun pour parler présidentiel. Brenda Biya appelle à ne pas voter pour son père Paul Biya, une annonce de la fille unique du président que soutient l'opposition alors que l'affaire embrase les rangs du pouvoir. Pour rappel, Paul Biya brigue un 8e mandat. Vous savez, à un moment, c'est assez. À un moment, c'est fatigant. Âgé de 28 ans et bisexuel, Brenda Biya appelle à ne pas voter pour son père, Paul Biya, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'est une consigne de vote que personne n'attendait. Plusieurs opposants au régime l'ont accueilli favorablement, soulignant également le courage de Brenda Biya qui affirme que son père a fait beaucoup souffrir le peuple camerounais et invite les électeurs à choisir un autre dirigeant pour tourner la page. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolé. Et je suis vraiment désolé que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. L'affaire embrase les rangs du pouvoir. La vidéo enregistrée dans une chambre depuis la Suisse a été rapidement partagée et a disparu du compte officiel de Brenda Biya. Après 43 ans au pouvoir, le bilan de Paul Biya reste mitigeux. Et dans le monde, un séisme de magnitude 7,8 a été enregistré dans le Pacifique au large de la péninsule russe Kamtchatka, déclenchant une alerte au tsunami. C'est ce qu'a indiqué jeudi le service sismique américain USGS. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée du ministre des Infrastructures John Banzalunda, a effectué une visite au port de Moba dans le Tanganyika pour évaluer son état et lancer le projet de modernisation de cette infrastructure stratégique. Elle a également donné le coup d'envoi de travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Kalemi. Des entités dans le groupe de Bafuna, Banyungu, Boabo et Nyamaboko en territoire de Massissi au Nord Kivu sont désertés par sa population pour cause des violents affrontements entre les rebelles du M23 et une coalition du groupe Loko Wazalendo. C'est une prise de position aussi inattendue que fracassante. Dans une vidéo devenue virale, Brenda Biya, fille unique du président camerounais Paul Biya, a exhorté les électeurs à ne pas voter pour son père à la présidentielle du 12 octobre 2025. Elle accuse ces derniers d'avoir fait beaucoup de mal au peuple camerounais. Restez avec nous pour la revue de presse. La revue de presse est avec vous, Nathan Diamouité. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joëlie Selona, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Votre premier sujet, diplomatie. Félix Tshisekedi séjourne en Afrique du Sud. Effectivement, Joël Isselola, le journal Congo Nouveau nous informe que le président de la République, Félix Tshisekedi, a effectué une brève visite de travail en Afrique du Sud. C'était hier jeudi, invité justement par son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa, précise cette fois le portail du journal Le Phare, ont eu une conversation qui a duré plus de 2 heures. Aucun communiqué public
n'a été émis par les deux dirigeants après ces deux gênés des travaux et renchérit ce même quotidien. Joël Iselona, Forum des As, pour sa part, qualifie de mystère la visite de Félix Tshisekedi à Pretoria, un silence qui jette un voile de mystère sur cette visite officielle. Toutefois, Joël Iselona, d'après les estimations du journal La Prospérité, au-delà de l'optimisme diplomatique, nombre de questions nécessitent des précisions entre les deux parties, dans un contexte régional caractérisé par une concurrence pour les ressources stratégiques et des tensions de sécurité durable, signale cette fois Info 27. Les deux dirigeants ont réitéré leur intention d'intensifier les relations bilatérales dans le secteur politique, diplomatique, économique et voire même de la sécurité. Votre dernier sujet, après Caméré, Chilumba et Mbosso dans les viseurs des élus. En quelque sorte, Joël Iselona, les actualités de l'Assemblée nationale, le journal La Prospérité et titre Assemblée nationale, Mbosso et Chilumbaï se neutralisent par deux pétitions. Ce journal rapporte que Mbosso et Chilumbaï s'annulent mutuellement pour le poste de président de l'Assemblée nationale par les biais de pétitions. La commission spéciale a été justement instaurée, ce qui maintient une atmosphère tendue à la Chambre basse du Parlement. La survie politique de Vital Caméré est suspendue à un fil fragile, Joël Iselona. Le siège est convoité par Jean-Claude Chilumbaï et Christophe Mbosso désormais. Leur querelle, longtemps d'ailleurs réprimée sous les des politesses parlementaires, indique cette fois le journal Ouragan, éclate désormais en pleine lumière. Les deux parties se confrontent directement, chacune soutenue par des pétitions visant à la destitution de l'autre. D'après des informations provenant justement du Parlement, il s'agit de 69 signatures qui ont déjà été rassemblées contre Chilumbaï, tandis que 164 députés du mouvement de ATDC, qui est affilié justement à Chilumbaï, seraient disposés à déposer leur pétition contre Christophe Mbosso. De son côté, le journal Le Maximum rappelle que l'élu de Bukavu n'aura passé en tout et pour tout qu'un an et 4 mois à la tête de la Chambre basse du Parlement. On parle justement de Vital et Caméré sur le 371 députés qui avaient porté leur choix sur les candidats uniques au perchoir en mai 2024. Quelques 265 l'auront désavoué en signant justement la pétition initiée par le député Crispin Bindoulé. Néanmoins, le président de l'UNC, un vieux briscard de l'arène politique, n'entend pas aller à l'abattoir comme un agneau. À avoir l'allure dont vont les choses, on peut conclure que la liste est longue. Exactement, je vais laisser là. Merci Nathan pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie. À vous également, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de partout, madame, messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.